à mes côtés, nous avons Antoine Frémont et Claude Gressier qui sont membres du conseil scientifique de TDIE. L'intérêt de leur intervention maintenant pour chacun d'entre nous, c'est de montrer la cohérence entre tout ce qui a été dit ce matin, au travers de tous vos échanges, de tous vos éclairages, de tous vos points de vue différents, de montrer comme quoi toutes ces thématiques qui ont été engagées, ces bilans, ces perspectives, eh bien, sont des choses qu'on peut retrouver dans l'étude qui a été menée à bien par TDIE. Et donc, ça a été articulé autour de 5 points. Et je leur demande maintenant de nous montrer les résonances entre leurs travaux, sans doute avec certains d'entre vous d'ailleurs, et les échanges de cette matinée. À tout de suite. Bien, merci madame, bonjour à tous. Donc nous allons effectivement essayer de vous présenter les 5 grandes orientations de TDIE qui vont, je pense, apparaître sur l'écran. Je présenterai 1, 3, 5 et Antoine 2 et 4. Alors je voudrais peut-être rappeler 2-3 points au début. Donc comme l'a rappelé le président Duron ce matin, TDIE a organisé un colloque en 2013 sur le thème attractivité des ports français après la réforme de 2008. Quelle voie d'action? Nous y avions constaté que la réforme avait eu des premiers effets bénéfiques s'agissant de la fiabilité des ports français et que la reprise de parts de marché s'amorçait. Les constats actuels n'infirment pas ceux de 2013, mais nous constatons que les trafics de vrac énergétique des ports français sont généralement à la baisse, ce qui n'est pas surprenant dans le contexte de la transition énergétique, mais les ports français semblent souffrir plus que les ports étrangers. Il va y avoir plusieurs causes à cela. Quant au trafic de conteneurs, ils croissent, mais ils ne sont pas, c'est la crise aussi, d'un dynamisme exceptionnel, à l'exception peut-être de ceux de Marseille-Fos. D'où l'importance des orientations proposées par TDIE pour un renouveau des stratégies portuaires nationales et régionales. Alors ça a été dit abondamment ce matin, mais les ports, il y a 3 éléments. Les ports sont des outils de développement économique de leur hinterland, d'où l'importance de regrouper les ports par axe et par façade, suivant l'exemple du GIE Aropa sur l'axe Seine. Pour assurer la bonne intégration entre l'économie portuaire et l'aménagement, TDIE a pensé que, dans certains cas, l'instauration de délégués interministériels, j'y reviendrai parce que ça a été critiqué, peut se révéler une bonne solution. Dans le même esprit, nous proposons de renforcer l'implication des collectivités territoriales dans la gouvernance et le développement économique et logistique des ports. Ça a été fait déjà avec la loi Leroy, et M. Arnaud Leroy l'a indiqué ce matin, tout en renforçant l'articulation du couple État-région dans les stratégies de développement portuaire. Il faut monter des dynamiques partenariales, État-région, acteurs privés, et puis les régions ont un rôle vraiment éminent à jouer, bien sûr dans la gouvernance des ports, mais aussi à travers leurs outils propres, les schémas divers, le SRADET, le SR2II, et puis la présidence du président du conseil régional, de la commission d'investissement du conseil de développement mise en place par la loi Leroy. Et nous pensons aussi que là où c'est pertinent, il convient d'associer les métropoles à cette gouvernance portuaire. 3e élément, assurer la visibilité, le partage et la continuité de la stratégie portuaire nationale. La stratégie nationale actuelle n'est pas assez visible et connue, et on a parfois l'impression que l'État a une politique portuaire intermittente. La stratégie portuaire doit donc être issue d'un travail collectif interministériel avec une co-construction de cette stratégie nationale avec les régions et les acteurs portuaires et en liaison avec la stratégie nationale de la logistique. Elle doit être portée sur la scène politique nationale et régionale. Nous recommandons donc aussi, outre des conférences régionales portuaires, la création d'un haut conseil portuaire regroupant l'État, les régions concernées, les autres collectivités et les représentants portuaires pour faire le point 2 fois par an sur l'avancement de la stratégie et prendre en compte son évaluation.
Enfin, nous recommandons que chaque port élabore un plan stratégique avec des outils de projection à 15, 20, voire 30 ans, de façon à s'inscrire dans le long terme, tout en restant souple. Ça, ce sont les propositions de TDIE. Les échos que nous en avons eus ce matin sont d'une part une confirmation de l'implication plus forte du rôle des régions. Ça a été dit évidemment par le député Anne Leroy, ça a été dit par Paul Touret, ça a été dit par René Vandierendonck. Les régions ont la compétence de faire le schéma d'aménagement de leur territoire et elles ont donc un rôle portuaire éminent à jouer. Ça a été dit également par Stéphane Raison, qui a plaidé pour un regroupement des ports avec un modèle de développement dans l'optique de la région Hauts-de-France. Donc, implication plus forte de la région. Une fois qu'on a dit cela, Hervé Martel a rappelé, à juste titre, que le port était une entreprise publique qui devait être gérée par son directoire, puisque le directoire, il y a conseil de surveillance et directoire. Et Albert Thyssen, lui, a jeté un pavé dans la mare en disant il n'y a pas assez de privés dans la gouvernance des ports. Et en France, quand vous avez un problème, vous parlez de délégués interministériels au lieu de parler d'initiative privée. Alors, je pense que l'initiative privée est absolument indispensable. Le délégué interministériel, s'il existe, a un autre rôle qui est de mettre de l'huile dans les rouages sur les politiques d'aménagement qui ne relèvent pas, a priori, uniquement du secteur privé, mais aussi, bien entendu, des élus locaux. Voilà, mais c'est vrai qu'il a cité le modèle du port de Rotterdam et du port d'Anvers, qui sont des sociétés à capitaux publics, les capitaux publics étant ceux de l'État et de la ville de Rotterdam d'un côté, de la région flamande de l'autre, pour ce qui concerne l'État néerlandais d'un côté, l'État belge de l'autre, et puis la région flamande ou la ville de Rotterdam. Mais le conseil d'administration est composé uniquement de partenaires privés. Alors l'Assemblée générale, ce sont les partenaires publics, c'est eux qui ont le capital, mais le conseil d'administration, c'est des partenaires privés. Voilà, c'est un modèle que je soumets à vos réflexions et qui résulte de ce que nous a dit ce matin Albert Thyssen. La politique d'axe et de façade a également été, je pense, plébiscitée par les différents orateurs, notamment Christian de Tinguy, qui y a beaucoup insisté. Et puis, Olaf Merck a insisté sur des plans stratégiques à un horizon assez éloigné, un horizon de l'ordre de 20 ans minimum, avec, il nous a cité l'exemple de Vancouver, avec des scénarios qui pouvaient être très différents, mais aussi en ne négligeant pas tout ce que doit apporter l'innovation. Et, in fine, je crois que la formule qui résume le tout, et je ne sais plus qui l'a dit, les ports réussissent là où il y a une synergie d'action entre les actions de l'État, des régions, des autoportuaires, des autorités portuaires et de tous les acteurs portuaires. Voilà pour le premier thème, ce que je pensais être à la fois les propositions de TDIE et ce qui a été dit ce matin. Antoine ? Merci Claude. Donc la proposition numéro 2 faite par TDIE porte sur le renforcement de l'activité des places portuaires et la coopération des acteurs entre eux. Elle se décline en 4 sous-propositions. La première, qui est sur, à travers les dispositions prévues par la loi Leroy, le renforcement de la présence des acteurs privés dans les dynamiques portuaires, et notamment à travers la commission des investissements dans les conseils de développement des grands ports maritimes. Une deuxième sous-proposition qui porte sur un renforcement ou favoriser des approches collaboratives par filière, on pourra en rediscuter en raisonnant en termes de marchandises transportées et avec une vision prospective. Une troisième sur la nécessité d'une stratégie nationale et de stratégie régionale sur les questions et les enjeux énergétiques. Et puis une prise pensée aussi, quatrième et dernière sous-proposition, penser en termes de services plus que d'infrastructures et donc se concentrer sur les politiques commerciales.
Alors, comme l'a fait Claude Gressier, je fais rentrer ça en résonance avec ce qui a été dit ce matin. Je citerai peut-être un peu moins mes sources que Claude, qui l'a fait avec beaucoup de précision. Le renforcement de l'activité portuaire, on a vu ce matin que c'était absolument vital, car finalement c'est le modèle économique des ports qui est actuellement profondément remis en cause, et tout simplement par ce que j'appellerais la fin des rentes. Et donc on a clairement entendu ce matin que l'économie de rente s'était terminée. C'était vrai avec le conteneur, puisque dès l'apparition de la conteneurisation, on a été dans des marchés qui n'étaient absolument pas captifs, mais là où le système tremble sur ses bases, finalement, c'est qu'aujourd'hui, ça devient vrai avec l'énergie, et ça a été bien montré à travers les questions de raffinage ou de transition énergétique. Et quand on parle de stratégie nationale ou de stratégie régionale sur la filière énergétique, il en va aussi d'enjeux d'indépendance nationale autour de ces questions énergétiques. Et puis l'économie de rente est terminée parce que le marché unique européen met frontalement les acteurs des chaînes logistiques en concurrence. Donc premier aspect, je pense, qui a été bien mis en valeur ce matin. Deuxième aspect, c'est un petit peu redondant déjà avec ce que Claude Gressier a dit, mais on a bien compris ce matin que Colbert c'était bien, mais que l'initiative privée ça pouvait être aussi très bien, et que donc dans un pays où historiquement l'initiative privée fait défaut, et c'est pour ça qu'on a une tradition colbertiste, parce que dans notre tradition, l'initiative privée fait malheureusement défaut, eh bien on a besoin de relais de croissance, d'investissement du secteur privé. Et on a bien compris à travers les interventions, à travers les diverses interventions, que les plateformes logistiques représentaient des relais de croissance, et que, au-delà même des activités logistiques, les ports restaient des lieux industriels de première importance et restaient pour l'avenir des lieux de reconquête industrielle au moment où on parle de désindustrialisation. Et que donc là il y avait un enjeu aussi national de création de richesses, d'emplois. Il en a été un petit peu question absolument fondamentale. Et puis troisième aspect aussi dit ce matin, le développement de ports de commerce au service des clients, au service des filières. Peut-être que les deux finalement ne sont pas contradictoires, et finalement avec un effet de levier des autorités publiques portuaires comme catalyseurs de ces initiatives au service du client. On a eu l'exemple du port de La Rochelle avec l'offre de services ferroviaires, ou du port de Marseille avec cette filière des produits frais en provenance d'Israël. Donc la nécessité d'une approche commerciale avec un effet de levier procuré par les autorités publiques portuaires. Le troisième thème, c'est assurer le modèle économique des ports français. Il souffre actuellement de capacités d'autofinancement et de volumes d'investissement modestes, ainsi que cela a été rappelé ce matin, ainsi que dans l'endettement important. La crise de 2008 les a touchés, ainsi que la désindustrialisation du territoire français et la transition énergétique. Si je peux me permettre de faire un aparté, je me souviens d'un petit déjeuner avec Louis Gallois à mi-octobre 2012, juste la veille de la remise de son rapport, où il donnait comme une des causes de la désindustrialisation de la France l'absence de ports. Alors il convient d'ajouter à ces éléments modèle économique le coût de la réforme, qui est peut-être transitoire, mais qui existe néanmoins. L'implication de l'État sur le plan budgétaire et fiscal s'amoindrit également, et nous y reviendrons. Et puis, les trafics sont plus faibles que ce qui avait été prévu, notamment à cause de la crise, peut-être aussi à cause, pour certains en tout cas, de droits de port trop élevés. Alors, à partir de ces constats, TDIE a fait toute une série de propositions, et je commencerai par ce qui concerne les ports eux-mêmes. Ça a été un peu évoqué ce matin, pas beaucoup,
mais les ports doivent mettre en place une comptabilité analytique pour évaluer les recettes nettes venant des différentes filières, des différents produits clients, mais aussi des indicateurs de productivité, par exemple trafic sur effectif ou chiffre d'affaires sur effectif, afin de mesurer leur efficacité économique et commerciale et prendre les mesures correctives nécessaires. Deuxièmement, leur objectif, un de leurs objectifs, est la décroissance des droits de port de façon à la fois être compétitif vis-à-vis des ports étrangers ou aussi à avoir un modèle économique meilleur. Ils sont invités à mettre en valeur leur domaine et à en tirer des recettes à forte croissance. Et dans cet esprit, d'ailleurs, de la domanialité, les parlementaires, notamment ceux qui se sont intéressés à ces problèmes portuaires, et ils sont nombreux, et les ports devaient être associés aux réflexions du gouvernement sur la réforme du droit domanial. Maintenant, pour ce qui concerne l'État, il doit évidemment mettre en place un cadre fiscal adapté. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais vous avez tous en tête ce que je veux dire. Et puis, ça a été dit et redit, encore faut-il le faire, il serait souhaitable que l'État relève ses contributions de dragage pour atteindre 100%, comme l'indique la loi et comme ça se fait dans les pays étrangers. Un chiffre seulement, c'est que si l'État payait 100% des dragages du port de Rouen, les droits de port à Rouen pourraient être baissés de 20%, ce qui, dans ce cas particulier, ce n'est pas vrai pour tous les ports, est un enjeu important. Et puis, il devrait aussi, en liaison avec les régions, établir un plan d'investissement d'avenir concernant les infrastructures portuaires et celles qui desservent l'interland des ports. Enfin, dernier point, les douanes, qui ont déjà fait de gros efforts pour fluidifier et simplifier le passage portuaire, doivent relever le défi du Code des douanes de l'Union de façon à bien positionner les ports français dans la concurrence européenne. Ce qui a été dit ce matin ne contredit pas ces propositions. Hervé Martel a indiqué que par petites touches, le modèle économique se fragilise. Il n'y a pas de volonté, évidemment, de le mettre à bas, mais de facto, et compte tenu sans doute de la difficulté des temps budgétaires, il se fragilise. Il faut évidemment, comme l'a dit Marc Sandrin et d'autres, rechercher de nouveaux trafics, économie circulaire, etc., mais ça a été dit également par d'autres. Évidemment, se mobiliser pour mettre en valeur le domaine, mais aussi, plusieurs l'ont dit, se mobiliser pour décrocher, pour aider au financement des investissements, les fonds européens. Rémi Maillet l'a dit, elle a même cité un outil nouveau en disant que voilà, les ports devraient rapidement maintenant prendre contact avec le coordinateur européen sur ce sujet. Et je crois que c'est M. Van Dierendonck qui a dit, oui mais attention, pour décrocher les fonds européens, ça prend 2 ans en France au lieu de 6 mois au Benelux. C'est peut-être un point qui pourrait être évidemment modifié. Proposition numéro 4, attendue, il en a été beaucoup question, fiabiliser et massifier les trafics, renforcer et étendre les hinterlands portuaires. On le sait, c'est quelque chose c'est le défi de la massification et de la mise en place de ce cercle vertueux de la massification dans les ports n'étant qu'un maillon de la chaîne de transport et l'élargissement des hinterlands portuaires passant par cette nécessaire massification et donc par des modes de transport massifiés intérieurs, puisque la massification sur mer, elle a déjà lieu via les très gros navires, et donc via le développement du transport fluvial et du développement du transport ferroviaire. 3 sous-propositions. Le développement d'un cargo community system unique au niveau national, le maintien de l'aide au transport combiné fluvial, notamment l'aide à la pince, et puis dispositif de mutualisation du surcoût de la manutention fluviale dans les offres de transport combiné, donc et notamment via le transport fluvial. Donc c'est cette proposition et ces 3 sous-propositions par rapport à ce qui a été dit ce matin. On a bien compris qu'à travers les interventions de ce matin, il y avait eu pas mal de choses très techniques. J'ai envie d'appeler ça de l'intendance.
les cargo community systems, l'aide à la pince, le surcoût du fluvial, la domanialité, et que là, on sent bien qu'il y a une nécessité pour les acteurs de la place portuaire, au niveau de la place, au niveau de l'axe, au niveau de la façade, de s'entendre pour résoudre ces problèmes. Un ancien directeur de port nous a comparé une place portuaire à une cour de récréation remplie de plus ou moins vilains ou gentils garçons, pas beaucoup de femmes d'ailleurs, c'est dommage. Ayant beaucoup de mal à s'entendre, et donc ça serait pas grave si ces petits jeux n'amenaient pas à de la destruction de valeurs dans un marché franco-français, alors qu'on est aujourd'hui à des enjeux qui se situent à l'échelle européenne et mondiale, le marché français n'étant qu'un marché parmi d'autres, et donc la nécessité de s'ouvrir largement, et donc de ne pas jouer contre nous-mêmes, mais bien plutôt de se projeter par rapport aux défis et aux enjeux extérieurs en étant unis sur l'essentiel. La deuxième chose et qui reprend, c'est aussi la vision de service, c'est-à-dire que le développement de la massification, certes, ça passe par le développement des infrastructures, mais comme je l'ai dit dans le point numéro 2, aussi par le développement de services, et que donc finalement, avant la décision de tout investissement d'infrastructures qui pèse en centaines de millions, voire plus d'euros, il est nécessaire de penser le service et le modèle économique qui sous-tendent en fait ces investissements d'infrastructures. Je pense par exemple à la chatière dont il a été question. Et puis aussi sur les infrastructures, une vision stratégique de long terme, il en a été question ce matin, et avec que cette vision stratégique de long terme s'inscrive dans une vision européenne, comme nous l'a rappelé le représentant de la DGMI. Dernier point, renforcer l'image des ports français. Alors, renforcer l'image des ports français, ça participe peut-être d'abord par le fret en général. Les infrastructures de fret manquent de soutien politique national. Certes, il y a eu des initiatives récentes, il y a eu le Conseil national de la logistique, avec le député François-Michel Lambert, évidemment, l'accord du ministre et ce schéma national qui en est résulté, avec une participation importante de TDIE. Mais bon, il n'en demeure pas moins que globalement, les infrastructures de fret manquent encore d'un soutien politique national sur la durée. Premier point. Deuxièmement, les circulations ferroviaires de fret peinent à avoir de bons sillons. Ça a été dit et redit également ce matin. Et le rayonnement des ports français et l'attraction de clientèle et de nouveaux trafics manquent d'une diplomatie, si j'ose dire, portuaire nationale. Ça a été dit également ce matin, on peut appeler ça l'équipe de France du portuaire, bon, mais on peut l'appeler comme on veut, mais disons une diplomatie portuaire nationale. Donc les propositions de DDIE sont les suivantes. D'abord, développer une politique du fret en France, maritime, fluvial, ferroviaire et routier, sans oublier le routier. Cela concerne tous les acteurs des chaînes logistiques. Et au plan portuaire, on peut encourager la création de directions commerciales, de marketing et de communication au sein des groupements d'axes et de façades. Et puis deuxièmement, renforcer l'image des ports français à l'étranger, développer la communication auprès des chargeurs et armateurs internationaux sur les atouts des ports français par rapport à leurs concurrents européens, ou en tout cas au moins au niveau des concurrents européens, créer des synergies de communication afin que la communauté portuaire française apparaisse unie sur la scène internationale, mobiliser des relais commerciaux et de communication des ports français à l'étranger, peser de façon plus importante dans les arbitrages européens pour porter les axes nationaux structurants et les ports sur la scène européenne. Et tout ce qui a été dit ce matin va exactement dans ce sens-là. On nous a même titillé un petit peu, si j'ose dire, Olaf Merck, en nous parlant de la nouvelle route de la soie et en citant Venise.
Rotterdam, je peux l'admettre, mais Venise comme port d'aboutissement sur la Méditerranée de la nouvelle route de la soie, mais je pense que ceci n'est que provisoire. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé et nous avons présenté les propositions de TDIE et le compte rendu de